Alors, on démarre toujours ce conseil communautaire par l'appel. Avant de démarrer l'appel, vous allez pouvoir observer de nouvelles installations dans cette salle. La caméra qui est ici, la caméra qui est là, qui fait que Pierre-Jean commence très fort ce soir, mais c'est... qui fait que les conseils communautaires sont effectivement filmés, mais ça vous le saviez depuis quelque temps. Auparavant, il y avait Gaël Pornan qui était au fond et qui, avec un appareil, filmait en live le conseil communautaire. Donc aujourd'hui, c'est installé de façon définitive et cette salle, d'ici quelques temps, enfin dès qu'on saura parfaitement tout maîtriser, pourra servir de salle de visio également. Et les personnes qui regardent l'écran de chez eux, quand ils parleront, en mettant le son de leur ordinateur, le son sera émis dans les enceintes noires que vous avez ici et pourront donc intervenir en visio quand nous ferons des visios à l'échelle. Donc, 2 plans d'écran pendant ce conseil communautaire, un plan du bureau et un plan de la salle. Les 2 plans sont l'un sous l'autre sur les écrans des personnes qui regardent à distance ce conseil communautaire. Si Patrick Romestin veut bien passer à l'appel. Bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenine, Simone Christin Lafont donné pouvoir à Christophe Basile, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet, Pierre-Jean Rochette, Laure Chazelle, Christophe Pochon, Claudine Cour, André Gay, Thierry Deville, Hervé Bruy, Christine Bertin, Serge Desrory, Frédéric Serret, Marie-Thérèse Giry a donné pouvoir à Alban Fontenine, Sylvie Genebrier, Alféo Guillotot, Valérie Goudfard, Pierre Giraud a donné pouvoir à Claudine Cour, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Brunjari, Roland Bost, Georges Thomas, André Barthélémy, Karine Gandray, Michel Gessler, Pierre Barthélémy, Yannick Touran, remplacé par Vivien Brouillat, qui a du retard, ok. Christian Cassoulot, remplacé par Pierre-François Chaud, Christophe Détrat, Dominique Guillain, Valérie Alvic, François Forcher, Jean-Philippe Montagne, Pascal Roche, Serge Grandjean, Thierry Chavaran, Bernard Tranchant, Marie-Gabrielle Pfister, Thierry Missonnier, Patrick Romestin présent, Alain Limousin, Roland Bonnefoy, Thierry Gouby, merci, Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost a donné pouvoir à Alain Limousin, René Avril, Bernard Coutenson, merci, Christophe Basile, Christiane Bayet, Abderrahim Bentayeb a donné pouvoir à Géraldine Dergelais, Jean-Yves Bonnefoy a donné pouvoir à Jean-Paul Forestier, Pierre Contrino, Géraldine Dergelais, Catherine Doublet, Jean-Marc Dufix a donné pouvoir à Patrice Couchot, Jean-Paul Forestier, Olivier Golin a donné pouvoir à Cindy Gerdina, Martine Grivillère a donné pouvoir à Gérard Vernet, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degout remplacé par Pauline Artaud, Gérard Barou a donné pouvoir à Jean-Paul Duchamp, Michel Robin, Pierre Garbil, Monique Ray, Christelle Masson a donné pouvoir à Thierry Missonnier, Stéphanie Bouchard remplacée par Nicolas Roland, Patrick Ledieu, Joël Épinat, Marc Archer, Rachel Meunier-Favier, David Sari remplacé par Michel Combe-Moulin, Michel Jourgeon, David Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Evelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, Jean-Pierre Bras donné pouvoir à Hervé Bru, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin, René François a donné pouvoir à Béatrice Dauphin, Flora Gauthier a donné pouvoir à Olivier Joly, Alain Laurendon, Nathalie Legal a donné pouvoir à Ghislaine Poyet, Gilbert Lorenzi, François Madvet, Pascal Pelou a donné pouvoir à Gilbert Lorenzi, Ghislaine Poyet, Carole Tabitian a donné pouvoir à François Madvet, Gilles Thomas, Éric Lardon, Martine Charles, pouvoir à Éric Lardon, Marcel Jouara, Stéphane Villard a donné pouvoir à Marcel Jouara, Rambert Paillard a donné pouvoir à Quentin Paquet, Jean-Marc Dumas, pouvoir à Jean-Luc Daval-Pommier, Annick Brunel,
André Gachet, Christian Soulier, Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnat, donné pouvoir à Michel Jasler, Pierre Drevet, Michael Miomondre, Jean-René Joindel, absent excusé, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnère, Christophe Breton a donné pouvoir à Pierre Verdier, Julien Ronzier, Yves Martin, Sylvie Bonnet, Thierry Hareux, Nicole Pinet, Gérard Peslon, Alexandre Palmier, présent, pardon, Yves Duport, Hervé Béal, Jean-Paul Tissot, Hervé Perronnet, Bertrand Daval. Merci. Bien, merci Patrick. André Barthélémy a été d'accord pour être secrétaire de séance ce soir. Et je vous propose d'approuver le procès-verbal du Conseil du 1er mars 2022. Est-ce qu'il y aurait des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le premier point à l'ordre du jour est l'installation d'un nouveau conseiller communautaire pour la commune de Bonson. Puisque vous savez que dans les communes de plus de 1000 habitants, le siège vacant est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou suivant sur la liste des candidats au siège du conseil communautaire, sur laquelle le conseiller a été élu. Il s'agit donc de Madame Christine Bertin, et il est proposé d'installer Madame Christine Bertin au conseil communautaire. Si Madame Bertin veut dire quelques mots. C'est bon. Écoutez, merci de m'accueillir au conseil communautaire. C'est avec plaisir que je gagne ce conseil communautaire. Pour moi, c'est un peu une logique de fonctionnement au sein de ma commune, puisque je suis déléguée à l'intercommunalité. C'est ce qu'on avait décidé avec Thierry, et c'était quelque chose qui était pour moi important, qu'on puisse travailler tous ensemble. Merci. Donc, cette installation, merci de cette déclaration. Et cette installation fait suite à la démission de Madame Liliane Benel. Et exceptionnellement, comme à chaque fois qu'on installe un nouveau conseiller communautaire, il me semble normal d'applaudir l'engagement. D'ailleurs, pour le coup, à partir de maintenant, vous pourrez me changer le nom. Sur mon écran du conseil communautaire, il faudra me changer le nom sur l'écran. Parce qu'à tout coup, je vais faire la bêtise, moi. Je lis ce qui est écrit. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'est le soutien des déplacés ukrainiens accueillant un forêt déplacé étant le terme le plus juridique. Alors, je ne vais pas vous relire la note de synthèse. Le sujet a été évoqué en conférence des maires. Et d'ailleurs, devant l'urgence du sujet, je vous prie de bien vouloir accepter les modifications que je vais vous faire en séance, compte tenu du fait qu'entre-temps, j'ai reçu une 4e association de personnes qui aident les familles ukrainiennes. Donc, je rappelle très rapidement le choix qui vous a été proposé, c'est que Loire-Forêt, outre le soutien extrêmement important en logistique que nous mettons en place avec les pompiers humanitaires de France, avec la Banque alimentaire, la Croix-Rouge, et j'en remercie à la fois René Avril d'avoir porté cette organisation avec le cabinet, notamment Boris Besnet, qui fonctionne très très bien. Pour ceux qui se garent au sous-sol, vous pouvez voir la quantité phénoménale de dons que nous pouvons avoir et qui sont réorientés et correctement réorientés vers ceux qui en ont besoin. Le choix a été également fait dans l'urgence d'aider les associations existantes ou celles qui se sont créées récemment avec une aide directe en soutien financier, et les communes de laisser l'aide communale à l'échelle communale, les CCAS et les associations classiquement caritatives que nous connaissons tous. Loire-Forêt se chargeant d'aider en urgence ces associations qui s'occupent de déplacés ukrainiens. Alors, les sommes qui vous ont été données sont des sommes, pour l'instant, c'est j'allais dire un premier jet, c'est une réponse à l'urgence, essentiellement en fonction du nombre de familles accueillies et aidées avec différentes actions. Chaque association a été rencontrée, que ce soit Forêt à l'Ukraine, pour laquelle il vous est proposé de les aider à hauteur de 29 900,
Bon, pour être très clair, 29 900, c'est tout simplement pour être en dessous de 30 000, somme au-delà de laquelle il faudrait faire des conventions d'objectifs et de moyens. Voilà, pour éviter ça, on est à 29 900, mais je ne vous ai rien dit, c'est 29 900. Association Les Igneux Ukraine pour 10 000 euros. L'association Solidarité avec l'Ukraine Plaine du Forêt, alors ça passe de 20 à 15, mais non pas parce qu'ils sont sanctionnés, mais tout simplement parce qu'entre-temps, j'ai reçu Kira et Micha, à qui on va donner 15 000 euros. Et il restera, au bout de ces attributions, 30 000 euros, puisque la ligne de crédit qu'on a ouverte est une somme qui avoisine les 100 000. Donc, si vous ajoutez tout, ça fait 70 000 de distribués. Et il restera 30 000 pour une deuxième demande éventuelle en fonction de ce qui se passera. Dans ce même conseil communautaire, vous verrez un peu plus tard, Éric Lardon vous proposera une délibération sur la gratuité du transport. Bon, c'est un sujet qui a été abordé en conférence de maire. Je rappelle la délibération de ce soir et je m'en excuse auprès des services des modifications de dernière minute, mais 29 900 euros pour l'association du Forêt à l'Ukraine, dont le siège est à Saint-Jean-sous-les-Mieux, 10 000 euros pour les Igneux Ukraine, dont le siège est à Les Igneux, Solidarité avec l'Ukraine Plaine du Forêt, 15 000 euros, dont le siège doit être à Moron. C'est Paul Salène, le président, mais je ne sais pas si le siège est à Moron. C'est Moron. Et Kira et Micha, le siège est à Savigneux pour 15 000 euros. Ah ben si, mais c'est dans la même délib que la gratuité des transports, donc bon, très bien. Et tout cela, pour ce qui est de la gratuité des transports, navettes et autres, c'est jusqu'à ce que les familles aient leurs droits, puisqu'il y a tout un délai pendant lequel ils n'ont rien du tout. Mais au bout d'un moment, effectivement, quand ils ont la fameuse autorisation provisoire de séjour, ils ont des droits qui leur permettront d'être possiblement, il y a une seule note de synthèse, mais 2 délibs. Donc vous reverrez la délib tout à l'heure. On va éviter la paperasserie sur ce sujet. Est-ce que cela suscite des questions? Et s'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie grandement pour cette unanimité. On poursuit avec des désignations de représentants dans les organismes extérieurs. Alors, vous savez tous que Madame Colette Ferrand avait démissionné de sa fonction de maire et on avait eu le plaisir d'accueillir Pierre Barthélémy, son successeur. Mais Colette Ferrand siégeait pour le compte de LFA, notamment à l'Assemblée générale de l'Association culturelle de Saint-Bonnet-le-Château. On a donc demandé au nouveau maire de nous proposer quelqu'un pour siéger en lieu et place de Colette Ferrand, et nous a proposé Madame Églantine Charbonnel. C'est bien ça? C'est bon? Deuxième proposition de désignation, je vous proposerai un vote groupé, sauf si cela pose souci, c'est qu'on avait pris la décision de créer une délégation sur la commande publique qui a été donnée à Yves Martin, laissant lui-même sa délégation commerce à Claudine Cour, qui finalement ont trouvé une cohérence à avoir sur la politique des centres-bourgs, la réunion de l'habitat et du commerce. Et comme Yves siégeait en CDAC, il est proposé de désigner Claudine Cour pour siéger en lieu et place de Yves en CDAC, c'est la commission départementale d'aménagement commercial. Et enfin, en accord avec Pierre-Jean Rochette sur le fait de siéger au parc naturel Livradois-Forêt, il est proposé de laisser cette place à Joël Épinat, qui a bien voulu accepter de représenter l'agglo sur le parc naturel du Livradois-Forêt. Est-ce que cela suscite des questions ou des remarques? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui serait contre ces désignations? Qui s'abstient? Je vous remercie. On enchaîne avec le rapport d'activité 2021 qui n'est pas soumis au vote, qui est simplement d'en prendre acte. Vous rappelez simplement l'état d'esprit dans lequel il a été élaboré. Je remercie d'abord les services de le présenter finalement au mois d'avril, ce qui quelquefois avait été plus compliqué. Au jour d'aujourd'hui, nous avons repris une présentation par compétence, avec une présentation de ce qui a été fait en 2021 et des projections 2022. Il n'est pas demandé à chaque élu de s'approprier l'intégralité de ce document, encore qu'il pourrait paraître passionnant. Néanmoins, les personnes qui sont intéressées par certaines de ces compétences
peuvent très largement s'imprégner d'un certain nombre d'informations. Précisez également qu'un petit film accompagnera ce rapport d'activité pour vous permettre de le présenter en conseil municipal et d'expliquer dans quel état d'esprit il est réalisé. Est-ce que ce rapport d'activité, il vous est, je crois que vous avez un exemplaire papier à l'entrée du conseil communautaire pour chaque conseil communautaire. Ensuite, il est envoyé par mail avec un lien et la vidéo vous sera envoyée dès demain, je crois, par mail également. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'en prendre acte et de passer au point suivant et de laisser la parole à Yves Martin pour une série de marchés publics. Bonsoir à toutes et tous. Nous commençons les marchés publics de ce soir par la résiliation du marché d'exécution d'un service de transport urbain de voyageurs par des véhicules de type navette sur les communes de Montbrison et Savigneux. Ceci pour la délibération suivante, vous allez comprendre. Loire-Forêt-Agglomération a confié l'exécution d'un service de transport urbain de voyageurs par des véhicules de type navette sur les communes de Montbrison et de Savigneux à la société 2TMC. Le marché devrait donc prendre fin au 30/11/2022 et en parallèle, le marché de transport urbain de voyageurs qui concerne Saint-Just-Saint-Lambert et Bonson prend fin le 31 août 2022. Dans un souci d'économie d'échelle, il s'avère opportun de regrouper ces deux prestations en un seul et même marché. Il est nécessaire de procéder à la résiliation de ce marché portant sur les communes de Montbrison et Savigneux avec effet à compter du 28 août 2022 pour un démarrage du nouveau marché au 29 août 2022. Le titulaire du marché actuel a fait part de son accord quant à cette résiliation qui interviendra sans indemnité conformément aux dispositions de l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières. Il est donc proposé ce soir au Conseil communautaire de bien vouloir approuver la résiliation du marché d'exécution d'un service de transport urbain de voyageurs par des véhicules de type navette sur la commune de Montbrison et Savigneux avec effet au 28 août 2022. Y a-t-il des questions par rapport à cette résiliation? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et donc, nous passons donc à la délibération suivante qui concerne l'exécution de services de transport urbain de voyageurs par des véhicules de type navette urbaine sur les communes de Saint-Just-Saint-Lambert-Bonson et de Montbrison-Savigneux, puisque nous avons tout regroupé. Cette consultation comporte une tranche ferme et deux tranches optionnelles. La consultation comprend une variante exigée relative à l'utilisation de véhicules à faible émission. Les critères de jugement des offres, validés par la commission d'appel d'offres, sont le prix des prestations pour 60% et la valeur technique 40%. La durée du marché est de 3 ans, renouvelable 2 fois 1 an, et le montant de ce marché est estimé à 1 900 000 € hors taxes pour toute la durée du marché, les 5 années. Le 22 mars 2022, la commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché à la société 2TMC de Suril-Comtal pour un montant forfaitaire annuel de 447 298,30 € hors taxes, offre variante plus les deux tranches optionnelles, et pour un montant maximum annuel de 5 000 € hors taxes pour la partie du marché à bon de commande. Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir autoriser le président ou son représentant à signer ce marché avec la société mieux-disante 2TMC, désignée par la commission d'appel d'offres, et pour un montant forfaitaire annuel de 447 298,30 € hors taxes, et pour un montant maximum de 5 000 € hors taxes pour la partie à bon de commande. Également d'autoriser le président ou son représentant à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n'impacte pas le montant du marché. Y a-t-il des questions? Oui, je me pose la question quand même de savoir l'économie d'échelle qu'il peut y avoir, de regrouper ces deux marchés. Je ne comprends pas bien. Eh bien, déjà, très simplement, s'il y a un transporteur qui se positionne, il n'a qu'un véhicule de secours au cas où il y a une panne sur les deux secteurs. Voilà, c'est déjà une chose. Les choses peuvent se mutualiser de la même façon sur les deux sites, entre guillemets. Voilà, donc ça
Ça fait quand même des économies non négligeables. D'autres questions? Eh bien, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Nous passons maintenant au marché de travaux d'aménagement de voirie de plusieurs rues sur la commune de Saint-Marcellin-en-Forêt. Il s'agit là des prestations qui concernent la réalisation de divers travaux préparatoires de couches de roulement, de pose de bordure et d'aménagement de trottoirs. Les critères de jugement des offres sont le prix 60% et la valeur technique 40%. Avec dans la consultation une tranche ferme et 2 tranches optionnelles portant sur des rues complémentaires. Le délai d'exécution est de 14 semaines et la commission d'appel d'offres se réunira au mois d'avril 2022 pour juger l'offre la mieux disante. Compte tenu de l'agenda des conseils communautaires, afin de ne pas retarder l'exécution de ce marché, il est proposé au conseil communautaire de compléter les délégations accordées au président en matière de signature des marchés publics en l'autorisant à signer ce marché avec la société mieux disante pour un montant maximum de 340 000 €. Il y a une rectification à faire par rapport à ce qui est écrit. Je vous le dis, oui, mais ce n'est pas une erreur de ma part de lecture, mais je vous l'explique. Nous avions estimé, enfin les services bien évidemment, avaient estimé cette prestation à 283 000 €. Vous n'êtes pas sans savoir, et je ne vous apprendrai rien, que les prix sont en train de flamber et donc il faut quand même prendre quelques précautions quant aux offres qui vont nous être faites au niveau des entreprises qui vont se positionner. Donc voilà, l'estimatif est donc de 340 000 €. Il convient également d'autoriser le président ou son représentant à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n'impacte pas le montant du marché. Y a-t-il des questions? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Nous passons maintenant à la délibération concernant les travaux d'aménagement de voirie rue de l'Aubépine sur la commune de Noir-Étable. Il s'agit de travaux qui consistent en la création d'une voie à double sens de circulation, de trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduite et de l'aménagement de bandes cyclables. Les critères de jugement sont 60% pour le prix et la valeur technique à 40%. Le délai d'exécution est de 16 semaines et le montant du marché est estimé à 260 000 €. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 22 mars et propose d'attribuer le marché à l'entreprise Eiffage Route Centre-Est pour un montant de 249 923 € hors taxe. Il est donc proposé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le président ou son représentant à signer ce marché avec la société mieux disante Eiffage Route Centre-Est pour un montant de 249 923 € hors taxe et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout avenant éventuel dans la mesure où il n'impacte pas le montant du marché. Y a-t-il des questions? Eh bien, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. La dernière délibération qui me concerne est une modification d'une délibération que nous avions passée au dernier conseil. Il y avait une erreur matérielle dans les chiffres qui avaient été positionnés. Alors, qui concernait le tuilage qui avait été mis dans le cahier des charges pour le cas où les entreprises remplaceraient une entreprise existante. Et donc, la période de tuilage était chiffrée à 2 716 €. Ceci ne modifie en rien les offres qui ont été faites, ni en termes de prix, ni en termes de technicité. Donc, il convient simplement de modifier les prix comme suit. Pour le lot 1, 1 701 € 288,17 hors taxe. Et pour le lot 2, 1 218 000. J'ai dû me tromper là. Oui, excusez-moi. 1 million. Oui. Le VPO Finance est en train de sourire. Qu'est-ce que ça pourrait être bien? Mais non, c'est pas ça. Pour le lot 1, c'est 1 701 288,17 €
Et pour le lot 2, 1 218 279,03 € hors taxe. Voilà, c'est simplement cette modification qu'il convient de vous faire valider, si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des questions? Si. Vous entendez? Sur un tel sujet de prestation d'un service environnemental essentiel, je vous remercie de bien vouloir nous dire les raisons pour lesquelles vous réservez à l'environnement la portion congrue des 5% dans vos critères d'attribution. Merci. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas tout compris, M. Pesselon. Je ne suis peut-être pas le seul, d'ailleurs. Dans vos critères d'attribution, vous réservez un quota de 5% lors de l'appel d'offres, donc sur l'environnement, sur la thématique environnement. Ça me paraît ce que je vous ai qualifié de portion congrue pour un sujet aussi central en matière de prestation d'un service environnemental absolument essentiel. 5%, c'est le minimum. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes au minimum sur un sujet comme celui-ci, alors que vous l'êtes sur des sujets qui ne sont pas aussi importants sur le plan environnemental que celui-là. Voilà, donc c'est une question pour savoir comment vous attribuez vos critères de sélection. Alors, sans vouloir éluder cette question, qui est un point effectivement extrêmement transversal sur tous nos sujets, c'est que quand on est sur de l'exploitation de stations d'épuration, le sujet même de l'exploitation de stations d'épuration, c'est 100% développement durable. Donc la technicité des entreprises sur la gestion d'une station d'épuration, c'est le cœur de métier, c'est de le faire le mieux possible. Donc en fait, le critère développement durable, c'est le cœur du sujet. Et ils sont analysés techniquement quasiment sur cette technicité-là. C'est comme si on parlait d'un traitement d'une station de potabilisation. Voilà, c'est des sujets éminemment techniques à 100% développement durable. Donc c'est vrai que ce critère-là aujourd'hui, c'est presque 5% de plus pour aller plus loin. Alors je ne sais pas quels sont les critères d'analyse parce que je n'étais pas dans la question, mais en gros c'est un peu ça. Là on est typiquement sur un sujet 100% développement durable déjà, à la base. Merci. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. On poursuit avec Patrick Romerstin pour une adaptation du tableau des effectifs. Effectivement, point numéro 10, ça concerne tout d'abord une modification de temps de travail, plus particulièrement pour la commune de Margerie-Santagret dans le cadre du service commun des secrétaires de mairie, le poste 375 exactement, puisque la commune nous a demandé d'augmenter le temps de travail de la secrétaire de mairie, donc qui passerait de 7 heures à 30 heures, et ceci à compter du 1er mai. Et le deuxième point concerne une modification d'indice de rémunération, là aussi dans le cadre du service commun de secrétariat de mairie pour le poste 342 et plus particulièrement pour la commune de Saint-Étienne-le-Mollard avec un indice majoré de 381. C'est tout simplement un changement d'échelon sur la grille de rédacteur. Est-ce qu'il y aurait des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On poursuit avec des sujets assainissement. Thierry Hareux. Attends, je retrouve le truc. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, première décision, c'est une offre de concours qu'on a eue sur le réseau d'assainissement pour Saint-Just-Saint-Ambert. Madame et Monsieur Tardy veulent... C'est bon, hein? En fait, veulent faire un raccordement sur un réseau existant. Donc, ils nous demandent de faire une offre de concours, comme on l'a déjà vu sur des conseils précédents. Donc, l'offre de concours, elle est fixée à 4 066 € suivant les devis qu'ils ont eus, hors PAC. Donc ça, c'est en plus, c'est les travaux qu'ils vont payer et nous, on leur facturera la PFAC. Donc on vous demande aujourd'hui d'autoriser cette offre de concours pour la réalisation d'un réseau d'assainissement collectif sur l'impasse des Rivières, Saint-Just-Saint-Ambert, de valider la convention
formalisant l'acceptation de l'offre de concours et fixant les modalités de réalisation des travaux et de versement à 4 066 € hors PFAC, et d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention ou tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Donc, deuxième décision, c'est une modification de marché de géolocalisation sur les réseaux enterrés, eau et assainissement. Donc, en fait, notre marché s'arrête le 16 août 2022 et on va être un petit peu court au niveau du montant du marché parce qu'on fait beaucoup d'investigations et on a besoin d'un budget complémentaire de 9 000 €. Donc, c'est ce qui vous est proposé de voter ce soir. C'est un accord complémentaire de modification d'avenant pour 9 000 € hors taxes, 1 800 € TTC, 10 800 €, ce qui représente 10% du montant du marché de départ. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Deuxième modification de marché, c'est sur la commune de Sailly-sous-Couzan, sur 2 routes, sur la route de Saint-Georges et la route des barrages. Donc là, on a eu des travaux complémentaires, notamment des branchements, des remblais, des découvertes de nouveaux branchements suite à la finalisation des états des lieux, des modifications de points de raccordement, des prolongements de travaux sur une petite impasse. On a eu aussi des aléas techniques sur des séquences de raccordement de 18 branchements, réalisation de branchements en attente sur une parcelle non desservie, des réalisations de branchements supplémentaires en attente. Enfin, tout ça fait qu'on a un avenant complémentaire sur ce marché de 75 024 hors taxe, 15 084 80 en TVA et 90 028 80 TTC, ce qui représente 10,71 du marché original. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et la dernière décision, c'est pour le SPANC, le règlement du SPANC qu'on a passé en fin d'année, où on a voulu apporter un complément sur les oui, l'étude de sol, ouais. Merci. Sur l'étude de sol, en fait, où aujourd'hui, on avait deux possibilités. Soit le pétitionnaire faisait son étude de sol, soit on faisait intervenir une entreprise. Et on a trouvé quand même plus judicieux de faire intervenir une entreprise. Donc, c'est ce qu'on vous demande de valider dans cet avenant du contrat, enfin du règlement intérieur, que ce soit exclusivement des entreprises qui fassent des études de sol pour qu'on puisse installer que les pétitionnaires puissent installer leurs installations de SPANC et non plus le pétitionnaire lui-même. Y a-t-il des questions? Oui. Juste une petite précision, on fait référence dans le règlement régulièrement au DTU ou à certains articles. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une petite précision? Étude de sol, oui, mais par rapport à une référence, il y a la NFP16-006 qui permet à un particulier, quand il cherche un peu vers qui il va se tourner, de trouver peut-être plus facilement l'entreprise à qui il va s'adresser. Alors, Adeline, merci pour ce niveau de technicité. Président que je suis retient ta proposition et l'enverra à l'analyse technique, sauf si Thierry a la réponse, mais on pourra rajouter, me dit-on. Voilà, merci. Thierry? Y a-t-il d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci pour l'unanimité. Alors, un sujet habitat que va présenter Valérie Goudfard, et même si ça n'a rien à voir avec ce que va présenter Valérie Goudfard, je tenais à souligner que j'ai eu, c'est vrai, plaisir à lire la dernière prise de parole de notre conseiller communautaire délégué sur des aides directes aux particuliers dans les communes, et donc à remercier les journalistes d'avoir fait écho de la politique de l'habitat menée dans les petites communes pour aider des propriétaires à faire des travaux. C'était largement mis en avant, parce que de mémoire, et je répète ce que les journalistes ont écrit, et j'imagine bien qu'ils ont écrit la vérité,
plus de 75 000 € de travaux financés à plus de 60 000 € par Loire Forêt. Ben, c'est quand même pas mal. Et ça, évidemment, ça s'adresse à l'ensemble. Alors, tout le monde n'est pas éligible, il ne faut pas rêver. Mais je rappelle quand même que cette politique-là, c'est 2 millions d'euros par an qui est votée pour des aides aux particuliers. Donc, merci Valérie de poursuivre sur cette lancée qui avait largement impulsé Claudine Coix. Oui, bonsoir à tous. Merci Christophe pour ces précisions. Je vais commencer à avoir peur parce que je raconte des fois pas mal de bêtises, donc je ne savais pas de quoi tu me parlais, mais effectivement, c'est sur la presse ce matin et effectivement, comme tu l'as dit, c'est un travail quand même qui est de longue haleine, que Claudine Cour s'est emparée sur la mandature précédente et a fait valoir et voter un PLH ambitieux de 12 millions d'euros sur toute la mandature. Voilà, donc aujourd'hui, je vous présente pour la dernière fois, après un long processus, le plan partenarial de gestion et de demande de logement social et d'information des demandeurs. Voilà, c'est la 4e délibération. On l'avait lancé le 26 janvier 2021, arrêté une première fois le 25 mai 2021. Ensuite, nous l'avons à nouveau arrêté une deuxième fois le 14 septembre 2021. Et enfin, aujourd'hui, le 5 avril 2022, je vous propose d'approuver ce plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et d'autoriser le président ou son représentant de signer toutes les pièces administratives, techniques et s'y rapportant. Voilà, je ne veux pas rentrer plus dans le détail, on en avait... En plus, vous avez bien compris qu'on était dans la simplification administrative. 3 délibérations pour le truc. Voilà, la 4e aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Je considère qu'il est voté à l'unanimité. Ou y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. Donc, je poursuis sur la CIA, qui est l'approbation de la convention intercommunale d'attribution. Donc, les 2 délibérations sont extrêmement liées. Obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un PLH et d'un quartier politique de la ville, la convention intercommunale d'attribution constitue à la déclinisation opérationnelle des orientations établies dans les documents cadres de conférence intercommunale du logement arrêté en conseil communautaire du 25 septembre 2018. Le projet de la CIA a été arrêté déjà une première fois, donc le 6 avril 2021, soumis pour avis aux différentes instances concernées. Ces avis, on a eu des consultations, donc la consultation fait état de 7 membres qui ont délibéré en faveur de notre projet et les autres sont favorables de manière tacite. Ils n'ont pas répondu. Voilà. À la suite de cette approbation, le projet finalisé de la CIA sera soumis à signature de tous les partenaires et de Madame la préfète. Voilà, et là, je vous propose aujourd'hui d'approuver la convention intercommunale d'attribution et d'autoriser le président à signer toutes les pièces administratives, techniques ou techniques s'y rapportant. Y a-t-il des questions sur la CIA? On peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Eh bien, encore à l'unanimité, je vous remercie. Je poursuis ou je ne poursuis pas? Non, c'est Claudine qui va prendre la suite avec... Elle m'avait que délégué, sous-traité que 2 dossiers, donc bonne soirée. Et puis, 2 dossiers éminemment, tu as vu, qui ont passionné l'assistance. Merci. Vas-y, Claudine. Donc, il s'agit d'une convention de veille et de stratégie foncière avec tripartite, donc avec Loire Forêt, Saint-Georges-de-Ville et Epora. Cette Epora intervient en particulier pour servir les politiques de l'habitat, du développement économique et plus largement de l'aménagement du territoire, champ de compétences bien sûr de Loire Forêt Agglomération. Suite au travail engagé sur son centre-bourg, avec l'appui de Loire Forêt Agglomération, la commune de Saint-Georges-de-Ville a fait connaître son souhait de mettre en place une convention pour une durée de 6 ans. Avec pour objectif de déterminer les modalités de la coopération publique entre les 3 parties pour préparer la mise en place de la stratégie foncière de la commune. Voilà, donc il vous est proposé d'approuver cette convention et d'autoriser le président
à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Le deuxième point que je vais présenter, c'est la désignation donc d'un représentant de Loire-Forêt. En effet, donc l'agence urbanisme de Saint-Étienne a délibéré et a eu un agrément pour l'observation locale des loyers et par le ministère. Donc cet observatoire doit permettre de produire des statistiques au niveau de tout ce qui concerne le marché, les loyers, donc sur l'agglomération. Et dans ce cadre, donc, Épure souhaite que Loire-Forêt confirme sa participation et il y a lieu de désigner un membre. Donc, on vous proposerait Valérie Goudfard, qui est passionnée par ces sujets, pour nous représenter dans cette instance. Alors, pourquoi Valérie? Parce que c'est lui qui connaît bien tous ces sujets-là et que, voilà. Mais s'il y avait d'autres membres qui voulaient se proposer, voilà. Voilà. Effectivement, est-ce qu'il y avait d'autres candidats? Donc, écoutez, on vous propose de nommer Valérie pour nous représenter au sein de cette instance pour travailler sur l'Observatoire local des loyers. Est-ce qu'il y aurait des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Tu vois, Valérie, petit à petit, tu te charges. Ben oui. Ah, bon, écoute. Bon, effectivement, on ne va pas te laisser trop parler à la presse, hein, c'est tordu des âneries. Hein. Bon, on va poursuivre avec des sujets culture que va nous présenter Evelyne Chouvier. Bonsoir. Alors, le projet de redéploiement de l'atelier musée des Grenadières à Servières participe au rééquilibrage territorial de la zone nord via un équipement aujourd'hui exclusivement culturel, mais destiné à réunir d'autres dimensions pour permettre un développement intégré et global de ce secteur. Le savoir-faire de la broderie or est un véritable marqueur territorial sur lequel l'Agglo souhaite capitaliser en déménageant le musée situé dans des locaux exigus et pour partie non accessibles aux personnes à mobilité réduite. Loire-Forêt souhaite devenir propriétaire d'une parcelle bâtie, donc chemin des Fascines, qui appartient au consort Mur pour un montant de 33 400 €, et d'une parcelle bâtie qui appartient à la commune de Servières, au 32 rue du Puy-Magnol, pour un montant de 120 000 € hors taxe. Il y aura également la cession de la licence 4 du restaurant au prix de 3 800 €. La vente sera actée avec des conditions, notamment celle où la commune s'engagera à prendre en charge la gestion du locataire pendant les travaux avec les frais afférents. Effectivement, il s'agit de l'artisan cuir. Ces modalités seront définies dans un avenant au bail commercial qui deviendra tripartite. Il est proposé au conseil communautaire donc de bien vouloir approuver ces deux achats plus la licence et d'autoriser le président à signer les actes d'achat. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voudrais revenir sur Copie de culture. J'en avais discuté un peu. Servières, c'est très bien. Je n'ai rien contre Servières. J'ai voté d'ailleurs pour le budget des 3 millions et quelques pour Servières. Seulement, moi, je trouve donner encore 120 000 € pour acheter un bâtiment public, ça me choque un peu, surtout qu'en plus, Servières, on en fait la pub, parce que quand on a des gens peu connus, on leur offre des couteaux qui viennent de Servières, donc des couteaux, je suppose qu'ils ne sont pas donnés non plus. Donc, je pense que pour Servières, on en fait quand même beaucoup, et je trouve que ce bâtiment, que donner encore 120 000 €, ça me... Voilà, c'est mon avis, c'est tout. Oui, bonjour. J'étais déjà intervenu sur ce dossier quand on l'avait présenté lors du rapport d'orientation budgétaire.
je trouve moi aussi que c'est un petit peu excessif. Alors, je suis désolé pour ma collègue Frédéric, on en a parlé suffisamment, que Loire-Forêt fasse des travaux sur le musée des Grenadières, c'est tout à fait acceptable et tout à fait normal, vu quand même la qualité de ce musée et puis de savoir-faire qu'il faut pérenniser. Mais de là à faire d'autres travaux dans la commune, je trouve que ce n'est pas le lieu le but de Loire-Forêt. D'autant plus quand on évoque les arguments de rééquilibrage culturel sur le territoire. On a des territoires de Loire-Forêt qui sont diversifiés, avec chacun leur particularité. Je me sens qu'il n'y a pas tellement d'obligation à toujours faire des rééquilibres. J'ai plutôt l'impression que c'est plus une décision de Loire-Forêt pour se donner une bonne image, plutôt que vraiment une décision pour le territoire. Je pense que les habitants de nos territoires attendent autre chose de Loire-Forêt que des projets comme ça. Merci. Alors, je ne sais pas si Evelyne, tu veux répondre. Moi, je vais apporter quelques réponses. Moi, je pense que les habitants de Loire-Forêt attendent des projets comme ça. Je ne partage pas ton point de vue, tu as exprimé le tien et je pense qu'un certain nombre ne le partagent pas. Je suis assez sensible à la remarque première sur l'achat des bâtiments. Après, très honnêtement, depuis que je suis élu, mais depuis que mes collègues sont élus, Loire-Forêt, quand elle a des projets, que ce soit sur l'Orangerie, que ce soit sur les remparts à Saint-Just-Saint-Rambert, que ce soit dans d'autres communautés de communes où elle a construit des bâtiments structurants, que ce soit à l'achat de collectivités ou que ce soit à l'achat de particuliers, elle a toujours fait des estimations de domaine et elle a toujours acheté des bâtiments. Nous avons, dans les cartons, depuis qu'on a repris la compétence au assainissement, des choses à construire avec les communes, quelquefois pour racheter des bâtiments communaux, quelquefois pour construire avec la commune des bâtiments communs. Et à chaque fois, on paye l'estimation des domaines avec une petite négo forcément en fonction d'un certain nombre de choses. Donc c'est quelque chose de pas nouveau. D'autre part, Servières, pour le coup, et on ne peut pas dire que ce soit une grosse commune. Je sais quand même si régulièrement on nous dit qu'il faut aider les petites communes. Et moi, je serais très mal à l'aise, et là je prends ma casquette de maire de Montbrison, d'avoir à un moment donné vendu le rez-de-chaussée de l'Orangerie, ou le maire de Saint-Just-Saint-Rambert vendu une partie des remparts, ou un particulier qui a vendu son entreprise, ou les futures communes qui vont vendre leurs bâtiments, pour qu'à un moment donné, finalement, oui, c'est une façon de construire un projet et d'aider la commune en question. Mais vous imaginez bien que quand on investit 3,3 millions, mais je comprends parfaitement qu'on aurait pu dire une mise à disposition gratuite, etc., etc., mais on ne l'a jamais fait. Par exemple, la maison de santé qui est créée à Noretable a été rachetée à un particulier plein but. Et aujourd'hui, Loire-Forêt est propriétaire de ce truc-là. Et le particulier, on l'a payé. Donc je ne vois pas pourquoi on paierait un particulier et pas le contribuable de la commune qui avait ce bien. Parce que finalement, c'est ça au travers de cet achat. Alors, sur ce projet à 3,3 millions, qu'on a eu cette transparence de vous présenter ce projet, franchement, en termes d'investissement, ce n'est pas juste un musée. C'est au rez-de-chaussée, côté jardin, un restaurant, un local technique. Côté rue, niveau 1, le musée. Niveau 2, des expositions temporaires. Niveau 3, un centre d'interprétation d'architectural et patrimonial. C'est un projet à côté d'une autoroute, d'une porte d'entrée, sur un savoir-faire, effectivement, pour lequel on a fait un couteau, mais très franchement, et nous sommes très fiers, je pense, collectivement, de faire de la pub pour Servières, parce qu'à chaque fois qu'on va faire de la pub pour Servières, on fera de la pub pour le Forêt. Et à chaque fois qu'on fera de la pub sur des villages de caractère, on fera de la pub pour le Forêt. Et là, c'est la séquence Servières. Bah oui, il y a la séquence Servières. Ben, il y a d'autres séquences qui apparaîtront et j'espère que petit à petit, on redonnera cette fierté. Alors oui, c'est sûr, c'est un investissement important dont on peut débattre. Il a été expliqué, il n'est pas nouveau ce projet, je ne vais pas refaire le coup du mandat précédent, mais enfin cela dit, c'est quand même un peu vrai, c'est quelque chose qui est dans les cartons. Il s'affine et on émarge à 70% de subventions. Alors, vous allez me dire, c'est pas les subventions qui font le projet. Non, non, on est d'accord, sauf que le reste à charge, c'est pas 3,3 millions, c'est 1 million. Et pourquoi c'est subventionné? Ben parce que justement, c'est un projet culturel.
Et que ces projets-là, aujourd'hui, sont les projets qui sont culturels. J'aimerais bien avoir tous les projets de Loire-Forêt aujourd'hui subventionnés à 70%, on n'y arrive pas. Alors, on y travaille, hein. On y travaille avec le département, on va boucler le contrat négocié précédent, on va travailler sur le contrat négocié d'après. Et puis, oui, c'est vrai, moi, je trouve que investir sur cette portion de territoire, parce qu'on hérite d'un musée qui est d'intérêt communautaire, parce que la communauté de communes du Haut-Forêt a décidé, et c'était tout à fait logique dans cette histoire-là, de le mettre d'intérêt communautaire. Il faut savoir qu'on aura une réflexion un jour ou l'autre pour se demander si tous les musées de Loire-Forêt doivent devenir d'intérêt communautaire. Le débat, on l'a fermé parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de prendre tous les musées en charge, en fonctionnement à Loire-Forêt, mais ça fait partie des sujets qui ont été évoqués par des collègues qui ont des musées et sur lesquels c'est pas si simple. Je pense, tiens, on parlait tout à l'heure de Colette Ferrand et d'Estivareil, on a un exemple typique où la commune commence à avoir du mal à gérer son musée et les questions se posent. Donc avant de prendre tout d'intérêt communautaire, on y réfléchit. Là, on en a un d'intérêt communautaire par l'histoire. Il n'est plus possible, il va fermer. Si on ne fait rien, il va fermer. J'ai bien compris, Jean-Luc, que tu disais pas qu'il fallait rien faire. Sauf que les petits travaux pour le rendre accessibilité, là où il est, c'est pas possible. Donc, on doit le déménager. Pour le déménager, on va devenir propriétaire d'un autre lieu. Et pour le rendre effectivement d'intérêt communautaire, on lui développe un certain nombre de services autour et d'ambitions derrière. Voilà le projet. On l'a déjà présenté, Evelyne l'a largement présenté. J'entends vos avis, je les respecte bien volontiers. Mais je voulais aussi vous rappeler l'histoire de l'achat, où à un moment donné, effectivement, et ça sera le cas, vous verrez, on aura d'autres délibérations où on achètera des bâtiments communaux parce qu'on se doit à un moment donné, oui, c'est une façon qu'a l'aglo aussi de se dire, on fait un projet, ça vous appartient, il est normal de faire une estimation de domaine et d'y aller. Alors après, Frédéric qui a demandé la parole, je vais la lui donner. Si elle veut nous annoncer que finalement elle nous en fait cadeau, moi je suis preneur, hein. Faut pas exagérer non plus. Mais je ne vais pas lui mettre la pression. Frédéric, je te donne la parole. Attends, trompe. Oui, alors bonsoir à tous. Donc j'entends effectivement qu'il y a un sujet qui est toujours un sujet compliqué et qui passe pas bien, qui est effectivement la vente par la commune à l'agglo Loire-Forêt. Je voudrais quand même préciser une chose, c'est que comme l'a dit à très juste titre le président, la commune de Servières a un budget vraiment microscopique. Ça va nous donner donc ce montant, effectivement, une bouffée d'oxygène, mais ce montant, on a voté en délibération en séance du Conseil le 18 février dernier que l'intégralité de ce montant serait réinvestie dans l'achat d'une grange qui se trouve contiguë donc, au bâtiment racheté par Loire-Forêt, qui est la parcelle AB10, et qu'on regarde également pour l'achat d'une autre petite maison qui se trouve en face pour pouvoir y faire donc cette acquisition foncière plus des travaux et pour pouvoir y installer d'autres artisans et faire vraiment un accompagnement sur ce projet qui est très conséquent pour la commune. Hein, les élus en sont conscients, les habitants aussi, mais c'est vrai que ça va nous permettre de revoir entièrement l'entrée de Bourg et on est tous ravis dans la commune d'avoir ce projet. Voilà. Mais j'entends effectivement que ça puisse ouvrir des débats. Valérie Elvic. Attends. Ah non. Si, non. Si. Attends. C'est bon. Bonsoir à tous. Moi, je voulais juste savoir s'il était possible de connaître le devenir du bâtiment actuel du musée, s'il vous plaît. Oui, alors il sera vendu et à l'estimation des domaines également. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Simplement, je veux savoir qui c'est qui subventionne dans 70%, s'il vous plaît. Alors, il y a des subventions européennes et puis des subventions d'État et, et du département, voilà. Ah ben on va demander, mais on n'a pas encore la confirmation. Oui. Savoir que c'est un projet qui, aujourd'hui, il en est à, comment ça s'appelle, moi, programmiste, là, et l'architecte n'est pas choisi, c'est bientôt. Donc tout ça, ça va s'affiner, les demandes de subvention se feront sur des montants beaucoup plus précis, en sachant que, je le rappelle, hein, on vous a fait, quand on parle de 3,3 millions, mettons bien ce qu'il y a derrière. 3,3 millions, ça englobe une autorisation de programme, une crédit de paiement.
c'est-à-dire la totalité de l'opération, y compris maîtrise d'œuvre, patati et patata. C'est-à-dire que ça n'est pas le montant des travaux. Les travaux sont beaucoup moins que ça. C'est pour ça que, quelquefois, et je le regrette presque, mais je ne changerai pas de méthode, on continuera de vous annoncer en transparence la totalité des projets, parce qu'il serait tellement plus facile de vous présenter des projets à 1,8 million, 1,7 million, sur lesquels vous n'auriez pas bondi. Quand on affiche 3,3 millions, je peux comprendre que ça fasse beaucoup, mais c'est un affichage extrêmement complet. Voilà. Et qui, j'espère, dépassera pas 3,3 millions. Voilà. De la même façon, quand on vous a présenté une APCP à l'Orangerie de je ne sais plus combien de millions, je me souviens que ça faisait bondir, mais voilà, ça comprend tout. Evelyne, si tu veux bien passer au vote. Oui, alors donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Attendez. Oui, alors les votes contre. Les votes contre. Alors 1, 2, 3, 4. Les abstentions? 1, G. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Evelyne, je t'encourage à faire de plus en plus de pédagogie parce que d'une vingtaine d'abstentions au moment du budget, c'est un petit peu moins aujourd'hui. Donc, il faut compliquer. C'est Olivier Joly qui n'a pas été bon, qui a pas assez. Donc, il faut continuer à expliquer les projets et l'importance de ce que ça développe. Et sans vouloir faire d'humour, mais pour le coup, prenez-le vraiment comme de l'humour. Vous savez que malheureusement, les 20 ans du musée des Grenadières ont été annulés à la dernière minute pour cause de 30 cm de neige. Donc on s'est retrouvé avec un buffet pour 70 personnes qu'on a recyclé ce soir. Je vous garantis que ce soir, vous allez avoir de quoi manger. Ne serait-ce que pour cela, finalement, merci le projet des Grenadières. Bon. Ben, en tout cas, il y a de quoi manger. Alors, deuxième précision, ne prenez pas l'habitude des quantités de ce soir. Hein. C'est exceptionnel. Bien, on poursuit avec les tarifs Pays d'Art et d'Histoire. S'il vous plaît. Et simplement, ce que Christophe a oublié de vous dire, c'est que l'inauguration aura lieu le 23 avril. Pour les 20 ans, hein, pour les 20 ans, pour les 20 pour le projet ans, de Servières. Hein. Alors, le deuxième point, c'est la modification des tarifs du Pays d'Art et d'Histoire. Donc, c'est vrai que pendant le confinement, on s'était aperçu que le service commun de guidage avait testé, sous forme de mini-capsules, des visites virtuelles. Donc, on a continué à travailler là-dessus et donc, on a à vous présenter des tarifs. Donc, la visite visio à distance pour 70 €. La conférence diaporama d'1 heure à 110 € et la conférence diaporama 2 heures à 220 €. Et puis, il y a des modalités pour des annulations qui peuvent être faites. Vous avez dû le voir dans la note. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Eh bien, on poursuit avec Marie-Gabrielle Fester et un sujet sur la prime. Il faut respirer un petit changement. Petit, oui. Bon, donc je pense que tout le monde connaît la prime Faut respirer. Le 12 octobre, tout le Conseil a validé la mise en place de ce fonds qui était destiné pour tous les habitants du territoire pour changer un poêle bois-bûche ou un poêle à granulés. Et donc, avait été proposé à tous une aide de la part de Loire-Forêt de 500 € pour un poêle au bois et de 750 € pour un poêle granule. Et se rajoutait à cette aide le même montant sur les 5 communes mitoyennes, j'allais dire, de Saint-Étienne Métropole, qui étaient Bonson, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Cyprien, Saint-Marcelin et Sur-Île-Comtal. En sachant que sur ces 5 communes, c'était la région qui abondait pour doubler la prime. Voilà. Ce qui se passe, c'est que par un courrier du 19 janvier 2022, la région a fait savoir qu'elle annulait unilatéralement
sa convention et sa participation financière prévue sur la totalité à hauteur de 100 000 € et qui allait jusqu'au 31 décembre. Donc, on se retrouve avec la région qui finance 0. Loire-Forêt Agglomération finançait 200 000 €, elle finance toujours 200 000 €. Mais du coup, vous voyez qu'il va peut-être manquer quelque chose. Donc, il faut réajuster le dispositif. On vous demande de bien vouloir valider le fait qu'on maintient le fonds d'aide de 200 000 € de Loire-Forêt Agglomération pour tous les dossiers de citoyens des 87 communes qui viendraient demander un remplacement de poêle bois bûche ou bois granulé, avec toujours 500 pour l'un, 750 pour l'autre. Que, évidemment, le bonus prévu dans les 5 communes du bassin stéphanois, eh bien, à dater d'aujourd'hui, sont annulés. Et on prend en charge le bonus régional pour les habitants des 5 communes qui ont déjà déposé un dossier. Parce qu'on se retrouve à la date d'aujourd'hui avec des personnes qui ont déjà déposé leur dossier depuis le 12 octobre et qui sont parties sur ces 5 communes pour un montant beaucoup plus conséquent. Donc, en copie, il a été décidé, si c'était validé ce soir, que les dossiers déjà en cours jusqu'à aujourd'hui seront honorés et qu'à compter d'aujourd'hui, à la suite de la validation du Conseil, n'auront plus pour les 5 communes proches de Saint-Étienne seulement la prime de Loire-Forêt Agglomération. Avez-vous des questions? Pourriez-vous nous indiquer la raison pour laquelle la région retire son financement? Parce que je n'ai pas compris. Je n'en ai aucune idée et j'aimerais, comme vous, bien le savoir. C'est clair. Ouais, il y a combien de dossiers en cours là, à peu près? Je n'ai pas le chiffre exact. On était une... je pense qu'on en a une trentaine de dossiers. 40? Bon, une quarantaine de dossiers, pardon. C'est une opération qui a très bien fonctionné. Ça a très bien marché. Dès le lendemain du 12 octobre, plein de citoyens appelaient pour se saisir de l'opportunité et monter leur dossier. Est-ce que par hasard, ça ne serait pas encore une aide de l'agglo aux habitants, ça? Allez, on poursuit, Marie-Gabrielle. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui est pour la décision, le réaménagement que je vous ai proposé? Qui est pour? Bah, ça réveille un peu. Voilà. Merci. Y avait-il des abstentions que je n'aurais pas vues? Ou des votes contre? Non plus. Merci de cette unanimité. On poursuit avec des traditionnels avenants concernant l'enfance et la jeunesse par François Forcher. Ah, bonjour. Donc oui, comme chaque année, on intervient dans le cadre de notre compétence petite enfance sur le relais petite enfance du Haut-Forêt. Donc suite au montant que nous a démontré l'ADMR, nous allons accorder une aide de 21 784,38 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, dans le cadre de la même compétence, nous avons des ACM qui sont en régie, qui sont en délégation, dont l'ACM du Pays d'Astrée, l'AFR Marcilly, la Pige, pour 2 actions. Donc, pour la MJC du Pays d'Astrée, nous avons 50 000 €. Pour la MFR, nous avons 3 500 €. Pour la Pige, 54 000 € dans le cadre de l'organisation et leur projet. Et enfin, 16 000 € dans le cadre du point information jeunesse géré par la Pige. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour ce vote. On poursuit avec Jean-Paul Tissot et le versement aux communes dans le cadre du cercle vertueux d'économie d'énergie.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Président. Oui, je suppose que tout le monde sait comment fonctionne le cercle vertueux. Je pense d'ailleurs que beaucoup ont bien regardé comment ça fonctionne parce que cette année, on n'a jamais eu autant de dossiers. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des dossiers de cette année, mais des dossiers des années précédentes où effectivement les travaux ont été réalisés. Les factures ont été adressées à Loire-Forêt, on a vérifié tout ça, et donc maintenant il est temps que le conseil communautaire se positionne pour le versement effectif des sommes qui ont été attribuées sur les dossiers. Donc il y a 5 dossiers aujourd'hui, la commune de Luriec pour la médiathèque et des logements, donc qui a obtenu 15 000 € d'aide, Montbrison pour l'office du tourisme 5 200 €, Montbrison pour l'ancienne école Pasteur Montalabert 14 970 €, Suril-Comtal pour la rénovation de la mairie 7 927 €, Saint-Georges-de-Tuile pour l'école 9 112 €. Voilà. Est-ce que ça suscite chez vous des questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va vous demander de bien vouloir valider cette délibération et donc autoriser le président à signer tous les actes nécessaires pour qu'effectivement ces sommes soient versées aux communes. Qui est pour? Bon, voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est vrai que quand on donne de l'argent, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est que votre argent, parce que c'est l'argent qui est issu des économies faites parce qu'il y a beaucoup de communes, beaucoup de communes qui éteignent en milieu de nuit. Merci Jean-Paul. Eh bien, on poursuit avec un point qui va terminer ces points à l'ordre du jour, qui est le schéma directeur cyclable par Éric Lardon. Merci Président. Chers collègues, très heureux de présenter ce rapport qui est donc la fin de ce schéma directeur cyclable qui est mis au vote et la nouvelle politique communautaire cyclable. Donc c'est l'aboutissement donc d'une année d'échange, de collaboration et de concertation avec l'ensemble des maires qui ont voulu s'associer, les maires et les élus des communes qui ont voulu s'associer à la démarche, l'ensemble du COPIL, les associations cyclables qui se sont mobilisées également pour nous accompagner, les partenaires, je pense au conseil départemental également. Donc on était parti d'un constat qui était très simple puisque la part modale du vélo, c'est 1 à 2% sur notre territoire, très loin de ce qu'on peut voir dans d'autres régions, notamment du Nord, et je ne vous parle même pas des pays du Nord européen, qui ont des parts modales beaucoup plus importantes. On constate également tous les jours, il suffit de voir un peu les déplacements des véhicules où on a entre 75 et 80%, voire 95% d'autosolistes sur notre territoire en fonction des secteurs. Donc partant de ce constat, donc on a décidé donc dans le cadre de notre plan de mandat 2020-2026 d'inscrire comme prioritaire donc cette action de développement et de promotion du vélo et de cette part de déplacement, de ces aménagements de déplacement au quotidien. On a été, pour rappel, lauréat d'un appel à projet vélo et territoire où on a répondu et parmi les 227 territoires, on a été retenu au niveau national. Ça nous a permis donc de bénéficier d'aides d'accompagnement à hauteur de 50%, notamment de l'agence de l'ADEME, enfin de l'agence de transition écologique et le certificat d'économie d'énergie qui nous ont accompagnés, ainsi que le département de la Loire qui a participé au financement de l'étude. Donc ce schéma directeur vise à simplifier la pratique du vélo au quotidien en tant que moyen de déplacement sur l'agglomération. C'est de garantir le développement d'un réseau cyclable qui est structurant, cohérent et surtout sécurisé, puisque un des freins, on l'a vu lors de l'étude du schéma directeur, un des freins, c'est la problématique de sécurité dans les déplacements cyclables. Donc, on a donc travaillé sur ce document. C'est un document cadre de programmation et de planification qui permettra donc à notre collectivité de bénéficier, de définir des politiques d'aménagement et de programmer des investissements et par la même occasion de bénéficier aussi de financements possibles dans le cadre de contrats négociés, d'appels à partenariat par exemple.
Donc, ces objectifs sont multiples. C'est construire une stratégie d'aménagement du réseau cyclable sur l'ensemble de notre territoire. C'est développer des infrastructures cyclables, et donc j'en ai parlé, sécurisées et continues, contrairement à ce qui existait justement jusqu'à présent. C'est faciliter donc la pratique du cyclable sur les liaisons, notamment des principales polarités. C'est d'assurer l'intermodalité vélo, déplacement et par rapport au transport collectif, par exemple, et développer l'information, la communication auprès des habitants de nos territoires. Et je vous l'ai dit, donc, de possibilités de financement qui seraient associées. Concernant donc ce schéma directeur, donc il intègre plusieurs mesures d'accompagnement. C'est donc l'identification de linéaires par le biais de jalonnement, c'est le cofinancement de supports de stationnement de vélos qui sont prévus dans ce rapport. C'est des actions donc d'animation. Et cette réflexion donc c'est menée en concertation, je vous l'ai dit en introduction, avec les communes, les associations cyclables et les différents partenaires pour essayer de s'adapter au plus près des besoins des habitants. Ce plan pluriannuel d'investissement prévu dans le rapport sur la période 2026 est décomposé de la manière suivante. C'est un budget d'investissement de 400 000 € annuels, réparti donc pour 350 000 € sur la création et l'aménagement d'infrastructures cyclables, pour 40 000 € de jalonnement et pour 10 000 € d'accompagnement sur les communes, sur les supports notamment de stationnement vélo. En termes sur la partie fonctionnement, on a toujours le savoir rouler à vélo, qui est une des politiques qu'on avait identifiées comme prioritaire dans le cadre du plan de mandat, puisque c'est une des politiques qui fonctionne très bien, donc qui sera renouvelée à hauteur de 30 000 €, et ces différentes actions d'animation pour 10 000 €. Ce nouveau règlement qui est porté donc à votre connaissance et à votre vote est proposé donc ce soir en conseil communautaire. Donc, il précise donc les nouvelles règles d'intervention pour un financement d'infrastructures cyclables sur des secteurs identifiés comme prioritaires, conditionnés bien sûr par les recommandations du CEREMA. Il n'est pas question de faire ce qu'on veut comme on veut. C'est donc un financement également qui est associé sur un financement de signalisation de jalonnement et un cofinancement des installations sur les supports de stationnement de vélos sous forme de fonds de concours ouverts aux 87 communes de l'EPCI. Donc, il est proposé donc ce soir de vous soumettre au vote et donc d'approuver le maillage de ces liaisons prioritaires et la programmation du plan pluriannuel d'investissement. C'est d'approuver la nouvelle politique communautaire et son règlement qui était en annexe donc du rapport et donc vous avez dû prendre connaissance. Voilà, je ne sais pas si ça suscite des observations de votre part, sachant que c'est un dossier qu'on avait déjà mis au conseil communautaire du 14 décembre dernier, où on avait délibéré sur les notions d'investissement, sur le règlement des investissements sur les liaisons cyclables qui seraient identifiées dans ce cadre de schéma directeur cyclable, et donc d'apporter ces financements de l'agglomération sur ces schémas, sur ces linéaires cyclables. On voit juste sur la carte qu'à Nord-Étape, il y a un petit bout bleu. Ça veut dire qu'il va y avoir la création de pistes cyclables dans Nord-Étape, quoi, en interne. Alors, on a tenu compte, on a tenu compte des remarques des communes. Donc, entre le 14 décembre, la dernière délibération, et aujourd'hui, délibération pour voter ce schéma directeur cyclable, on a tenu compte de toutes les remarques. Donc là, il faudrait dézoomer pour effectivement avoir un aperçu un peu plus complet. Cette carte, elle a été communiquée. Alors, dans le détail, bon, là, on a une carte qui reprend l'ensemble du territoire. Après, dans les spécificités, il faudrait zoomer un peu plus profondément, mais on a pris en compte toutes les remarques des communes. Oui. Je ne sais pas qui. Oui. J'ai une question. Oui, j'ai une question, Président.
Loire-Forêt ne peut pas et ne doit pas tout régenter de manière tentaculaire. Les choix prioritaires donc, du schéma directeur cyclable sont d'évidence principalement centrés sur les polarités majeures. On le voit là sur le tableau. Pour autant, la ruralité me paraît être le lieu d'excellence du cyclisme et du cyclotourisme dans la région, et elle est d'évidence le parent pauvre. C'est illustré d'ailleurs par la suppression de l'apport financier et de l'agglomération pour les projets d'initiative communale sur des axes qui n'ont pas été visés au SDC. Par conséquent, et ça n'est qu'une remarque, ce n'est pas une question, je voterai contre. Alors, c'est dommage de voter contre avant d'attendre la réponse. Parce que la réponse aurait été intéressante. Mais vas-y, Eric. On a ciblé, mais dès le début, ça a été un des objectifs, c'était de faciliter les déplacements domicile-travail. Il vous a pas échappé, puisque vous connaissez un peu le territoire, qu'on a des communes de montagne, des communes de coteaux et des communes de plaine. Et je l'ai dit dans la présentation du rapport, c'est aussi faciliter et de sécuriser les déplacements qui nous permettent d'aller sur des modalités, notamment d'accès aux gares, des déplacements pour aller aux écoles. J'ai parlé du schéma du savoir rouler à vélo qui bénéficie à toutes les écoles qui en font la demande et qu'on accompagne parce qu'on considère que c'est bien d'accompagner et de former les scolaires en primaire pour qu'ils puissent demain, enfin quand ils arrivent au collège, avoir des bases, qui leur permettent de rouler en toute sécurité. Après, bon, qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus? Toutes les communes ont été associées. Je crois que personne n'a été oublié. Et puis, il y a de nouvelles habitudes qui sont en train de se prendre avec les VE, les vélos électriques. Il y a de nouvelles habitudes. Et puis il vous a pas échappé que, vu le prix du gasoil, de l'essence, il y a de nouvelles habitudes qui vont se prendre. Et je crois que personne n'est oublié, en tout cas dans la discussion et dans les échanges. Intervention, non? Non? Bon, écoutez, je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il deux oppositions? Une opposition, un vote contre, des abstentions? Deux, visiblement. Je vous remercie. Je tiens à remercier donc l'ensemble des élus qui sont mobilisés, qui ont participé activement au tour de table. Remercier également le COPIL qui s'est réuni à de nombreuses reprises, les différentes associations cyclables qui nous ont accompagnés. Et puis, j'oublie pas les services qui ont fait un travail important pour ce schéma directeur. Merci. Merci Eric. Je voulais vous demander encore quelques petites secondes d'attention. Tout d'abord, y a-t-il des questions sur les décisions du président? Il n'y a pas de questions. Vous dire que vous avez à récupérer des cartons de masques et ou de gel hydroalcoolique pour ceux qui ne l'ont pas fait et à les récupérer par pile. Si vous voyez le nom de votre commune, il faut prendre toute la pile. Vous avez à l'écran le prochain conseil communautaire et je rappelle les réunions pour PLUI les 11, 20 et 21 avril. Et puis, vous dire également qu'au travers de ce conseil communautaire, vous avez pu voir que la communauté d'agglo, et à travers vos délibérations largement majoritaires, ont voté des aides en direction des communes. Je pense au fonds de concours du Cercle Vertueux. Vous savez qu'il y a aussi le fonds de concours retour créé sur la voirie que mène Georges Thomas. Qu'il y a également des aides directes à l'habitant, on l'a dit, programme local de l'habitat et Fonds Respirer par exemple. Qu'il y a aussi des aides directes aux entreprises par le fonds FISAC. Eh bien, je vous annonce ce soir que nous aurons la capacité d'avoir un fonds de soutien à l'investissement communal de plusieurs millions qui sera effectif à partir de 2023 et sur laquelle nous allons travailler sur les critères. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous mets en appétit.